Imaginez-vous dans le cockpit d'un géant des cieux, le B-17, connu sous le surnom mythique de forteresse volante. Conçu pour dominer le ciel à haute altitude, cet avion à 4 moteurs était capable de transporter des tonnes de bombes et de déchaîner un feu nourri grâce à ses 13 mitrailleuses. Mais pour les équipages, cette machine impressionnante était aussi un piège volant, un lieu où chaque instant était une lutte pour la survie. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le B-17 était autant une prouesse technologique qu'une expérience cauchemardesque pour ceux qui y servaient. Nous plongerons dans les défis inhumains qu'ils affrontaient, les dangers omniprésents qui guettaient à chaque mission, et les incroyables actes de courage qui ont marqué l'histoire de ce bombardier légendaire. Lors de son apparition pendant la Seconde Guerre mondiale, le B-17 représentait une véritable merveille technologique pour son époque. Significativement plus grand que les autres avions de cette période, il possédait des capacités bien supérieures. Cependant, pour l'équipage, chaque seconde passée à bord était loin de toute idée de confort ou de sécurité, et certaines positions à l'intérieur de cet avion étaient particulièrement effrayantes. Le B-17 était conçu pour voler à une altitude de croisière de 18 000 pieds, mais ce n'était pas un avion pressurisé. À cette altitude, il n'y avait pas d'oxygène, ce qui obligeait l'équipage à porter des masques à oxygène. De plus, les températures à l'intérieur pouvaient chuter jusqu'à moins 60 degrés, nécessitant le port de combinaisons électriques chauffantes pour rester au chaud. Si un membre d'équipage était blessé, son sang pouvait littéralement geler en sortant de la plaie, ce qui, dans certains cas, empêchait une hémorragie fatale. Cependant, il n'était pas rare que ces combinaisons tombent en panne ou soient endommagées, exposant les membres de l'équipage à un manque d'oxygène très dangereux ou à des engelures graves. Un vétéran se souvenait avec effroi d'un camarade dont le masque à oxygène était tombé en panne. En moins de 30 secondes, il s'était effondré. Sauver quelqu'un dans ces conditions extrêmes n'était pas seulement une course contre la montre, mais aussi une épreuve physique. Rampant dans des couloirs étroits, les membres de l'équipage devaient parfois s'exposer à des températures glaciales juste pour atteindre leurs camarades. L'équipage devait également porter des gants, car toucher quoi que ce soit à main nue pouvait entraîner l'arrachage immédiat de la peau. Les mitrailleurs, lorsqu'ils devaient débloquer une arme, risquaient de perdre un doigt, ce qui arrivait souvent à cause des températures extrêmement basses, et beaucoup souffrir d'engelures. En raison de la stabilité du B-17, pour son époque, les équipages apprenaient à voler en formation serrée pour mieux se protéger des chasseurs ennemis cherchant à les intercepter. Mais avant même de penser à l'ennemi, il y avait un autre défi colossal, se mettre en formation. Imaginez des dizaines d'avions décollant en série, chacun séparé de 30 secondes à peine. Pendant qu'un avion était à la fin de la piste, un autre était déjà en train de démarrer derrière lui. Ces envols en chaîne nécessitaient une précision absolue. Lors des entraînements, des centaines d'aviateurs ont perdu la vie dans des collisions ou des pannes. En vol, maintenir une formation serrée était essentiel pour maximiser la défense collective contre les chasseurs ennemis. Chaque appareil couvrait les angles morts des autres, créant une boîte de mitrailleuses qui rendait les attaques frontales ou latérales plus risquées pour les chasseurs allemands. Le plus grand danger était logiquement la défense anti-aérienne ennemie, mais certaines positions à bord de l'avion étaient particulièrement dangereuses et effrayantes, même en l'absence d'ennemis. Une fois la formation en place, les équipages entraient dans ce qu'ils redoutèrent le plus, les zones de flak. Si vous connaissez un peu la Seconde Guerre mondiale, vous avez sûrement entendu parler du canon allemand de 4,28 mm flak. Les canons anti-aériens allemands dominèrent les cieux, capables de tirer des obus qui explosaient à des altitudes calculées, libérant des éclats métalliques capables de perforer le fuselage comme du papier. Parfois, un impact direct transformait un avion en une boule de feu. Même sans impact direct, les éclats pouvaient sectionner des câbles critiques ou gravement blesser les membres d'équipage. Les aviateurs décrivaient cette expérience comme un cauchemar psychologique. À travers leurs hublots, ils voyaient des avions alliés, des amis, des frères exploser ou tomber en flammes, parfois sans le moindre parachute en vue. La question hantait chacun : est-ce mon tour ? L'imprévisibilité des obus flak créait une pression psychologique terrible sur les équipages, qui ne savaient jamais quand ils traverseraient un nuage de flak ou si un obus toucherait leur avion. Comme si cela ne suffisait pas, un danger encore plus grand arrivait, les pilotes de chasse allemands. Les chasseurs allemands, comme le Messerschmitt Bf 109 et le Focke-Wulf 190, étaient alertés par des stations radars et envoyés pour intercepter les formations de bombardiers, attaquant souvent par vagues coordonnées. Ils utilisaient des attaques frontales pour viser le cockpit et les moteurs du bombardier, ainsi que des attaques latérales et arrière pour exploiter les angles morts. Ces chasseurs étaient équipés d'un mélange de canons de 20 ou 30 mm et de mitrailleuses de 7,92 ou 13 mm, particulièrement redoutés et capables de causer de graves dommages au B-17. Au début, les Alliés pensaient qu'avec 13 mitrailleuses, le B-17 était suffisamment protégé contre les chasseurs ennemis et n'avait pas besoin d'escorte, mais cela s'est révélé inexact.
Une grande difficulté au début de la guerre était que les chasseurs alliés assurant l'escorte n'avaient pas la même portée que les B-17 et ne pouvaient pas les accompagner jusqu'à leur destination. Plus tard, des chasseurs à long rayon d'action, comme le P-51 Mustang, ont escorté les missions de bombardement, réduisant considérablement les pertes. Examinons maintenant les membres de l'équipage et certaines positions dans l'avion, avant de décrire ce qui se passait lorsqu'un avion était touché et le sort de son équipage. Le cockpit était petit et étroit, avec un plafond bas, obligeant parfois les membres de l'équipage à ramper dans l'avion. Les 10 membres de l'équipage, portant des combinaisons de vol encombrantes, des masques à oxygène, des gilets par éclat, des casques et des parachutes sur un harnais pour un déploiement rapide, tenaient à leur poste à bord. Imaginez être un jeune homme de moins de 25 ans, propulsé dans un avion colossal pour mener des missions presque suicidaires. C'était la réalité des équipages du B-17 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et leur taux de mortalité atteignait environ 20%, ce qui était 50 fois plus élevé que celui de l'infanterie européenne et 10 fois plus élevé que celui de l'infanterie dans le Pacifique. Le mitrailleur de queue, chargé de protéger l'arrière, était assis sur un siège rudimentaire ressemblant à une selle de vélo scié, à demi agenouillé dans un espace extrêmement exigu. Bien qu'aucune position dans un B-17 ne puisse être considérée comme sûre, il est dit que la position du mitrailleur latéral était de loin la pire. Les mitrailleurs latéraux vivaient l'une des expériences les plus éprouvantes à bord des bombardiers. Leur mission consistait à manœuvrer des mitrailleuses jumelées de calibre 50, montées sur les fenêtres ouvertes de l'appareil, dans un espace confiné où chaque mouvement comptait. Contraints de se tenir debout ou agenouillés, ils s'appuyaient sur leurs armes pour viser et tirer, souvent dans des postures inconfortables qui mettaient leur endurance physique à rude épreuve. Les fenêtres latérales, bien qu'indispensables pour leur offrir un large champ de tir, exposaient les mitrailleurs à des températures extrêmes. Le vent hurlait à travers l'ouverture, apportant avec lui un froid mordant qui gelait les membres et rendait chaque seconde un calvaire. Leurs vêtements, bien que conçus pour résister au froid, n'offraient pas une protection suffisante contre cette exposition prolongée, et les engelures étaient monnaie courante. En plus des conditions climatiques, leur sécurité personnelle était pratiquement inexistante. Les mitrailleurs latéraux étaient dépourvus de tout blindage, devenant des cibles faciles pour les tirs ennemis. Leur position les exposait aussi à un autre danger. En cas de collision avec un avion allié ou ennemi, ou lors d'un atterrissage forcé avec un train d'atterrissage endommagé, ils risquaient d'être écrasés sous le poids du fuselage. D'autres membres de l'équipage occupaient des postes également périlleux, notamment les mitrailleurs des tourelles supérieures et ventrales. La tourelle supérieure, située juste derrière le cockpit, offrait une vue panoramique à 360 degrés, permettant de surveiller l'ensemble de l'espace aérien. Cependant, cette position avantageuse avait un coût. Le mitrailleur devenait un point de mire idéal pour les chasseurs ennemis, et sa visibilité accrue augmentait considérablement les risques d'être pris pour cible. Quant au mitrailleur de la tourelle ventrale, il occupait probablement la position la plus terrifiante et la plus isolée de tout l'équipage. Enfermé dans une nacelle étroite et presque claustrophobe, suspendu sous le fuselage, il était coupé du reste de l'équipage. Cet isolement psychologique s'ajoutait à une réalité matérielle angoissante. En cas d'urgence, sortir de cette tourelle relevait d'un cauchemar, d'autant plus que son parachute n'était pas accessible depuis sa position. Il était une cible facile pour les chasseurs ennemis, et son sort en cas de dommage critique à l'avion laissait peu d'espoir de survie. Comme il n'y avait pas d'espace dans la tourelle, des systèmes hydrauliques étaient nécessaires pour aligner la porte de la tourelle avec le compartiment de l'équipage. Si ces systèmes étaient endommagés, le mitrailleur de la tourelle ventrale ne pouvait pas s'échapper. La tourelle ne disposait que de 2 positions permettant au mitrailleur de sortir. Dans toute autre position, il restait coincé, incapable de sortir. Cela a conduit de nombreux mitrailleurs de tourelle ventrale à rester piégés dans l'avion jusqu'à ce qu'ils s'écrasent au sol ou qu'ils périssent dans un incendie. En cas de défaillance du train d'atterrissage, s'ils ne parvenaient pas à sortir, ils étaient écrasés sous le poids de l'appareil, leur corps étant littéralement broyé sur la piste. Outre les membres de l'équipage mentionnés, la forteresse volante B-17 comprenait un pilote, un copilote, un navigateur, un bombardier et un opérateur radio, tous travaillant en parfaite synchronisation. Mais que se passait-il lorsqu'un avion était touché ? S'il était encore relativement en état de voler, l'équipage évaluait rapidement les dégâts pour décider de la marche à suivre. L'option privilégiée était de tenter de maintenir le contrôle de l'appareil et de retourner à la base ou au moins de franchir les lignes amies pour tenter un atterrissage forcé. Cependant, beaucoup d'avions finissaient par tomber en mer sans jamais revenir. Certains parvenaient même à rentrer avec seulement 2 moteurs sur 4, bien que l'appareil ne soit pas conçu pour voler dans de telles conditions. Si les dommages étaient critiques, le pilote donnait le signal d'évacuation. L'équipage prenait alors ses parachutes, se préparait et se dirigeait vers la sortie la plus proche, s'entraidant pour tenter de sauver tout le monde.
S'ils sautaient en territoire ennemi, ils étaient généralement capturés et dans le Pacifique, les aviateurs capturés subissaient souvent des sorts terribles, beaucoup mourant dans des conditions horribles en captivité. Tomber en mer était souvent fatal, sauf s'ils étaient rapidement localisés et secourus. Des opérations de recherche et sauvetage étaient menées, mais tous les aviateurs abattus ne pouvaient être retrouvés à temps. Cependant, de nombreux avions subissaient des impacts directs, déclenchant les réservoirs de carburant ou les bombes, ou étaient si gravement endommagés qu'ils s'effondraient rapidement, ne laissant même pas à l'équipage la chance de quitter l'appareil. Ces jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence, ont enduré des conditions terrifiantes pour accomplir leur mission. Leur bravoure face à des dangers inimaginables a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Chaque B-17 qui prenait son envol était un symbole de sacrifice et de détermination.